Bienvenue dans les voies de Caliantus. Je m'appelle Léa et je serai votre guide dans un espace où les symboles s'entrelacent avec les récits et où les légendes murmurent à travers le temps. Ici, chaque épisode est une invitation à ralentir, à regarder autrement le monde qui nous entoure et à découvrir ensemble ces fragments de culture qui éveillent l'imaginaire et poétisent notre quotidien. Interviews, lecture de contes, analyse et recherche, que vous soyez curieux de comprendre ou simplement en quête de nouveaux imaginaires, laissez-vous porter par ces histoires anciennes et par la sagesse des symboles qui nous relient les uns aux autres. Prenez une grande inspiration et ouvrez avec moi la porte de notre héritage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, dans cette série Les Veilleurs de l'encre qui rassemble un petit peu tous les penseurs qui ont influencé de près ou de loin ma pensée et mon métier de sémiologue. Aujourd'hui je fais un épisode spécial, en tout cas spécial parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert finalement assez tard, mais qui a complètement révolutionné ma façon d'envisager les mythes, les mythologies et leur organisation. Aujourd'hui, je te parle de Jean-Loïc Lequellec. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je serais ravie de te le faire découvrir. Et si c'est déjà le cas, j'espère que tu apprendras quand même quelques petites choses ici en m'écoutant. Il a une vie très riche, très remplie, donc je vais m'efforcer de t'en donner la substantifique moelle, comme on pourrait dire. Mais oui, c'était vraiment très important de faire ça pour moi. Donc écoute, sans plus attendre, on va plonger dans sa vie. Alors, Jean-Loïc Lequellec, il est mythologue, anthropologue, chercheur au CNRS, rien que ça, spécialiste de l'art rupestre et des traditions orales d'Afrique. Lui, il va vraiment traquer les mythes dans les grottes, les rochers et les dessins gravés sur les parois du temps. Son travail, il explore vraiment ce que moi j'appelle les souterrains de l'imaginaire collectif, ça grâce à une méthode toute particulière qui s'appelle l'aréologie. En gros, c'est un peu comme une généalogie des mythes. Et il va interroger les liens entre les images préhistoriques, les récits fondateurs. Et surtout, ce qui est très intéressant dans son travail, c'est son esprit critique, puisqu'il va aller débusquer les projections modernes dans la lecture des symboles anciens. En fait, il nous rappelle, toujours et encore, que l'interprétation, c'est vraiment un acte humain, mais c'est un acte qui nous rend fragiles, puisque nos croyances peuvent venir brouiller ce que disent les signes. Donc, dans cet épisode, je vous propose d'aller à la rencontre de ces livres, et aussi d'aller à la rencontre de ses recherches, notamment en collaboration avec un autre homme que j'aime beaucoup pour ses recherches, qui s'appelle Julien Duy, qui lui fait plutôt de la mythologie comparée. Et potentiellement d'aller explorer aussi, si j'ai le temps ici, ses prises de position critiques face aux théories et aux lectures ésotériques, entre guillemets, de l'art préhistorique. Puisque Jean-Loïc Lequellec, il va vraiment défendre, comme je le disais, une approche rigoureuse, attentive au sens, oui, certes, mais aussi à la dérive interprétative. Qu'est-ce que les hommes vont chercher dans les mythes ? Qu'est-ce que disent les gravures ? Pourquoi nous avons besoin de tant d'histoires ? Eh bien, on va s'accrocher ensemble pour répondre à ces questions. Il est né, Jean-Loïc Lequellec, en 1951 et sa vocation pour les images et les récits va d'abord l'orienter dans des études des sociétés, dans l'étude des sociétés, à travers leurs traces les plus anciennes. C'est pour ça que très tôt, il choisit de mêler les sciences dures et les humanités, la préhistoire et la littérature orale. C'est une posture interdisciplinaire essentielle dans mon métier en sémiologie. On va croiser les disciplines pour avoir un panorama le plus complet possible. Il est directeur de recherche émérite au CNRS, rattaché à la section paléotropique, et il est membre de la Société des africanistes, puisque une grande partie de ses recherches a concerné l'Afrique. Il a notamment enseigné aussi à le HESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et à l'Institut de paléontologie humaine. C'est vraiment un arpenteur des signes.
des signes d'Afrique, comme je vous l'ai dit, en particulier ceux du massif du Tassili en Algérie et aussi de lieux en Mauritanie, puisque ces lieux abritent des milliers de peintures et de gravures préhistoriques, comme des scènes de chasse, des figures anthropomorphes, etc. Et ce qui l'intéresse ici, c'est pas seulement de dater les images, c'est de les lire comme des textes, évidemment, de les interroger comme on lirait une mythologie un peu fossilisée. Il interroge la portée symbolique et narrative et aussi initiatique de ces représentations, à contre-courant de nombreuses lectures. En fait, il ne cherche pas à réhabiliter le mythe comme une vérité, mais à en comprendre les mécanismes, les structures et les persistances. On pourrait dire qu'il s'inscrit dans la lignée de Lévi-Strauss, mais avec une attention quand même plutôt portée sur les images. Et son travail critique sur les pseudosciences et sur la mythification des images préhistoriques l'a conduit à démonter un grand nombre de fantasmes autour de l'Afrique, notamment le mythe des extraterrestres. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage là-dessus qui s'appelle « Des Martiens au Sahara » de mémoire. Voilà, il nous invite à faire attention aux lectures symboliques et aux anachronismes. C'est l'un des premiers à critiquer scientifiquement les thèses de 2 chercheurs sur les anciens astronautes en les confrontant aux sources archéologiques. Donc voilà, ce que je voulais que vous ayez en tête, c'est que Lequelec n'est pas un mythologue traditionnaliste. En fait, il ne cherche pas vraiment à réhabiliter le mythe comme une vérité, mais il cherche davantage à en comprendre les mécanismes, en faire comprendre les mécanismes, les structures et les persistances. En fait, on pourrait dire qu'il s'inscrit un petit peu dans la lignée de Claude Lévi-Strauss, sauf que lui, il porte une attention particulière aux images et à ses objets d'étude. Il a du coup des ouvrages de fond et de forme. Vous avez des ouvrages qui sont exclusivement consacrés à l'art rupestre africain, mais aussi des ouvrages qui sont dédiés au lien entre l'image et le mythe, notamment celui qui porte sur les figures rupestres et mythologie d'Afrique. Des Martiens au Sahara dont je vous ai parlé qui démontrent les pseudosciences autour de l'art préhistorique. Vous avez le mythe de la déesse blanche coécrit avec Claude Gagnebé. Ça c'est vraiment Claude Gagnebé, je pense faire un épisode également à son sujet. C'est très très intéressant, on pourrait dire que c'est un sémiologue, en tout cas il est beaucoup dans la transdisciplinarité. En plus, ça a été écrit il n'y a pas si longtemps, en 2019, et dans le mythe de la déesse blanche, il va remettre en question les lectures essentialistes d'un culte préhistorique de la déesse mère. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, je décide de vous en parler parce qu'il agit comme un veilleur de l'imaginaire. Il va scruter les légendes, non pas justement pour les prendre au pied de la lettre, mais pour en dévoiler les fonctions. Parce qu'à ses yeux, le mythe n'est pas un mensonge, c'est un langage. Il veille aussi, et c'est très important, à ce que les fictions modernes, comme les romans, les récits, les séries, les croyances New Age, ne viennent pas effacer la complexité des mythes anciens. En fait, il faut que ça soit lucide. Il faut que la réception de nos récits fondateurs soit lucide. Son œuvre entière, c'est comme une tentative un petit peu de cartographier, vous voyez, les formes de l'imaginaire et de retrouver les structures profondes du récit. Et c'est ça que j'adore et qui me fait mettre en relation également Jean-Luc Lequelec avec un de ses disciples, si j'ose dire, qui est Julien Duy, qui lui apporte encore davantage de structure non, mais en tout cas un nouvel œil, puisque Julien Duy est un chercheur qui applique les méthodes de la phylogénétique, c'est-à-dire que des méthodes qui proviennent de la biologie, il va les appliquer à la mythologie, puisqu'il considère que les récits mythiques évoluent comme les espèces biologiques, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont muter, se transmettre, se diversifier, s'éteindre ensuite. Et donc avec Jean-Luc Lequelec, il partage une passion pour ces mythes comme des objets un peu scientifiques. Et donc leurs travaux communs vont porter sur l'identification des mythes proto-historiques, c'est-à-dire ceux qui remontent aux origines du langage ou de l'humanité. Ils vont aussi étudier la diffusion planétaire à travers les migrations humaines. Ça, c'est absolument fascinant. C'est là qu'on comprend comment le serpent arc-en-ciel est sorti d'Afrique et a donné lieu, au bout d'un moment, à notre dragon européen. Ils vont élaborer des cartes mythologiques, un peu comme des cartes génétiques, qui vont tracer des liens entre différentes versions d'un même récit. Donc là, c'est très intéressant de voir que la diffusion est parfois surprenante.
Vous avez donc 2 ouvrages de Julien Duy, mais pareil, je ferai un épisode à son sujet où il va parler de l'aube des mythes, me semble-t-il, et un autre où il va parler de cosmogonie au sens très large, c'est-à-dire quels sont les plus vieux motifs un petit peu qui ont traversé notre humanité. Vous avez aussi un ouvrage qui s'appelle Mythologie et préhistoire, puisque n'oublions pas de préciser que ces 2 universitaires sont très liés à l'étude de la préhistoire, hein, et ensuite c'est quand même là qu'ils vont chercher à établir les structures types. Et donc voilà, c'est un ouvrage qui a été dirigé par Jean-Loïc Lequelec avec des contributions de Julien Duy, où vous allez retrouver des chercheurs qui parlent de mythologie, d'archéologie et de statistique. Vous allez retrouver des études sur par exemple le mythe du chasseur piégé, sur des récits d'inondations ou de femmes animales, c'est très intéressant, qui semblent présents dans des aires culturelles très éloignées, mais qui en fait remonteraient à des récits archétypaux partagés dans la préhistoire. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de particulièrement éclairant. Et pour terminer cet enregistrement sur Jean-Loïc Lequelec, eh bien, je voulais vous partager un petit peu ma réception d'une de ses conférences, probablement la conférence dans laquelle j'ai le plus appris. Si vous voulez aller jeter un œil, ça s'appelle L'origine des mythes d'origine. Et là, eh bien, Jean-Loïc Lequelec va détailler sa méthode, va expliquer ce qu'il fait. Va expliquer comment il le classifie à partir du mythème, c'est-à-dire la plus petite unité narrative d'un récit. Et il va présenter un petit peu son analyse structurale qui lui permet de comparer toutes les variantes à l'aide d'un codage binaire. Par exemple, il va définir un certain nombre de mythèmes, et si tel mythème est présent, il va mettre 1 et 0 s'il est absent, ce qui fait qu'il va pouvoir avoir un œil très rapidement sur toutes les versions. Ça lui permet aussi, cette méthode, de regrouper des données ethnographiques, c'est-à-dire d'aller directement voir quelle famille linguistique est en jeu, quelles coordonnées géographiques sont en jeu. Et c'est du coup quelque chose qui, d'un point de vue global, est très intéressant. Ce qui lui permet, par exemple, dans les mythes qu'on appelle anthropogoniques, c'est-à-dire qui racontent la naissance de l'homme, eh bien, il va pouvoir en répertorier plus de 1000, c'est-à-dire avoir une couverture quasi mondiale là-dessus, et avec l'utilisation d'une projection, c'est-à-dire de reporter ces données-là sur le globe pour pouvoir voir vraiment d'où part tel mythe. Lui, il précise dans cette conférence, ce que je trouve très intéressant, qu'il utilise la projection quincontiale de Peirce et pas celle de Mercator, celle qui est la plus utilisée dans nos planisphères, puisqu'il veut respecter les superficies réelles des continents et mieux visualiser les continuités géographiques. Dans cette cartographie, on voit qu'il y a des trous finalement, mais ces trous-là, ils correspondent non pas à un manque de données, mais aux zones désertiques, au Sahara et aux autres grands déserts froids également, où les populations sont très clairsemées. Dans les trous aussi, eh bien, on va avoir les zones de colonisation des régions où des systèmes religieux ont remplacé les traditions locales. Il donne l'exemple de l'islam, où s'il allait dans le désert actuellement et qu'il demandait à un Touareg par exemple, ou à quelqu'un qui y habite, quelles histoires lui ont été racontées quand il était enfant, eh bien cet homme-là lui répondrait sans doute quelque chose hérité de l'islam. Et donc, à ça pour son étude, c'est caduc, ça ne lui permet pas de remonter le fil. Grâce à cette méthodologie, eh bien, il repère qu'il n'existe qu'une dizaine de grands types de mythes d'origine de l'humanité et non pas des milliers. Les milliers, c'est plutôt les variantes. Et donc on voit finalement grâce à ça que l'imaginaire mythologique n'est pas débridé, en fait il est plutôt très structuré. Il nous donne, et c'est là que c'est très intéressant, je trouve, d'aller un peu dans le fond, d'aller creuser un peu tout ça. Il nous donne une typologie des mythes anthropogoniques, donc c'est-à-dire comment on s'est raconté le début de l'homme dans plusieurs types de mythes d'origine. Il nous parle d'abord du mythe d'émergence primordiale, où à l'origine, les humains et les animaux vivaient dans des cavernes souterraines et qu'un jour, ils sont sortis à l'air libre, par un trou. Et en général,
Vous avez des preuves de tout ça, en tout cas dans les histoires que l'on se raconte. Il donne l'exemple, un exemple ethnographique qui lui est arrivé au Botswana par un guide, où finalement le guide lui a montré la trace des doigts de ce qui seraient les premiers humains dans une roche. Ce qu'on appelle des ripple marks en géologie, et des cupules qui auraient été interprétées. Donc les cupules, vous savez, c'est des petits trous dans les pierres, enfin des petites cavités, disons. Par exemple, si il pleut, eh bien ça va se remplir d'eau, mais c'est assez petit. Et ces cupules-là, elles auraient été interprétées comme des traces de sabots des premiers animaux. Donc ça fait vraiment partie d'un grand type de mythe originel, si j'ose dire, qui est le mythe donc de l'émergence, où on émerge d'un trou, et en général ça se corrobore par du coup un exemple ethnographique comme celui que je viens de vous donner. Pareil, vous avez aussi, lui il donne l'exemple au Nouveau-Mexique d'un site qui s'appelle Birthing Rock, donc la pierre qui donne naissance, où là il s'agit de la cosmogonie Hopi. Je vous en ai déjà parlé moi dans un article sur la symbolique de la dinde, puisque c'est un animal totem, un grand guide pour la population Hopi notamment. Et pareil, en fait, vous avez à un moment donné un trou d'émergence des premiers Hopis, et ensuite les traces de pas, finalement, de la dispersion primordiale. Et il donne enfin un autre exemple qui, lui, arrive dans l'île de Jeju, en Corée du Sud, j'espère que je prononce bien, où, pas loin d'un temple, eh bien, vous allez avoir 3 trous d'émergence, et là, ce seraient les 3 ancêtres des 3 clans qui ont donné ensuite toutes les dynasties de cette partie du monde et de la Corée. Et d'ailleurs, eh bien, ça se corrobore par un pèlerinage annuel encore aujourd'hui. Tout ça, ça renvoie finalement au concept d'achéropoïète, c'est-à-dire, c'est du grec qui veut dire non fait par la main de l'homme. On retrouve ça aussi dans la tradition chrétienne avec Luc quand il s'agit des icônes. Mais parenthèse fermée ici. Ici, du coup, ce sont les preuves géologiques naturelles qui valident le récit mythique. On dit que les traces sont laissées au temps, et là je cite Jean-Luc Lequelec, où les roches étaient molles, c'est-à-dire un temps qu'on ne peut pas dater, mais qui est le temps de l'origine. Donc le mythe vient se légitimiser quelque part par des signes naturels. On a un autre grand mythe qu'on appelle de choroplastie. Choroplaste, c'est encore du grec, c'est l'art de modeler l'argile. Donc choré, ça veut dire jeune fille, d'ailleurs c'est le nom de Perséphone avant qu'elle s'appelle Perséphone, avant qu'elle soit enlevée par Hadès. Et plasto, c'est bien, voilà, sans grande surprise, ça voudrait dire façonner et modeler. En gros, une divinité choroplaste est une divinité qui façonne l'humanité dans l'argile. La structure narrative de base de ce mythe-là de la choroplastie, eh bien, c'est une divinité qui façonne les premiers humains dans l'argile, puis elle va insuffler l'âme pour les animer. Ça, vous avez sans doute en tête une version très précise de ce mythe-là en tête. Eh bien, évidemment, on pense à la Genèse dans la Bible, mais ce n'est pas la seule et ce n'est pas une raison pour penser qu'elle domine les autres, et ça Jean-Luc Lequelec dans cette conférence met un point d'honneur à le clarifier dans son travail. Il n'y a pas une version qui prend le dessus sur l'autre. Et donc de ce mythe un peu de choroplastie, eh bien il va venir donner plus de corps et de détails avec le mythe du corps souillé. Là, il nous parle d'une version sibérienne. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Donc, on est gardez en tête qu'on est dans un univers dualiste. Le contexte mythologique, c'est celui-là. On a une divinité bonne et une divinité mauvaise. En général, il nous dit que dans cette partie du globe, vous avez Erlik, qui est souvent le dieu de la mort. Eh bien, il va avoir un rôle là-dedans, puisque le dieu bon va d'abord créer le monde, puis va s'ennuyer. Donc on est toujours dans la choroplastie, puisqu'il décide de créer l'humanité pour avoir de l'animation, en quelque sorte. Donc il façonne un homme et une femme dans l'argile, mais il doit aller chercher l'âme pour les animer. Donc, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit qu'il va devoir se passer quelque chose pour que
quelqu'un ou quelque chose garde ces deux personnages qu'il vient de créer dans l'argile. Et c'est donc pour ça qu'il crée le chien comme gardien des statuettes. Ça, c'est très très intéressant dans la symbolique du chien, par ailleurs. Et il faut savoir qu'à l'époque, le premier chien n'avait pas de poils et pouvait parler. Ça, c'est quand même pas rien quand on y pense. Et donc, il dit au chien que son rôle est de garder les statuettes et de ne laisser personne les toucher surtout. Donc le chien s'exécute, il garde les statuettes, mais Erlik, le dieu de la mort, arrive et voit le chien qui tremble de froid. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il propose une robe au pelage en échange d'un simple droit de regard. Finalement, le chien qui a froid accepte et il se dit de toute façon, simplement en regardant ces statuettes, il ne pourra rien se passer puisque le dieu de la mort ne pourra pas les toucher. Mais, et c'est là où la souillure advient, c'est que il ne les touche pas, ce fameux dieu, enfin ce démon quelque part, le dieu de la mort, Erlik, il va cracher d'énormes crachats sur chaque statuette. Et le chien est en train de réaliser son erreur, mais il est trop tard. Le dieu qui a façonné les statuettes dans l'argile revient et découvre la trahison. Et donc il punit le chien en lui enlevant le droit de parole, il ne va plus pouvoir qu'aboyer, en lui disant qu'il ne pourra que servir les humains dorénavant. Par contre, il va garder le pelage comme consolation. Le dieu qui a façonné et tout ça, eh bien, il cherche une solution puisqu'il est impossible de nettoyer les crachats. Alors il se dit, eh bien, on va retourner les statuettes comme des gants. Les crachats vont donc se retrouver à l'intérieur des humains. Et alors là, du coup, on a une explication qui est l'origine de l'homme et de la femme, de pourquoi nous tombons malades, pourquoi nous crachons. Pourquoi nous tombons malades ? Eh bien, ce sont les crachats à l'intérieur, ce sont aussi métaphoriquement peut-être les maux de l'âme. Pourquoi nous crachons ? Eh bien, pour expulser les crachats du dieu de la mort. Pourquoi nous mourons ? Pourquoi le chien ne parle pas ? Pourquoi le chien a des poils ? Pourquoi le chien est domestique et chasse avec l'homme ? Voilà, Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué ce motif-là. Finalement, on le retrouve dans une zone assez limitée, principalement en Sibérie, puis après vers les Balkans, c'est ce que nous dit Jean-Loïc Lequelec. Mais il y a aussi ce mythe d'émergence, comme je vous ai dit juste avant, cette choroplastie, voilà, c'est quand même des choses qui sont en lien de près ou de loin. Et ensuite, vous allez avoir le mythe du plongeon cosmogonique, où là, à l'origine, il n'y a que de l'eau. Un dieu demande à un animal de plonger au fond des océans primordiaux pour façonner les continents. Donc l'animal ramène du limon à la surface, puis le limon forme les continents, et l'humanité peut être créée. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver plutôt en Eurasie, en Amérique du Nord, ce qui va nous prouver finalement des migrations. Et là, on ne va pas venir d'en bas, mais on va descendre d'en haut, puisque c'est le dernier dont nous parle Jean-Luc Lequelec, le mythe de l'origine céleste. À l'origine, l'humanité vit au ciel et elle descend sur terre. C'est souvent une femme enceinte, en fait, et c'est une inversion structurale du mythe d'émergence, comme je viens de vous en parler. Voilà, aussi dans cette conférence, il va réfuter la théorie des archétypes, en se demandant pourquoi certains mythes sont absents d'Australie et d'Afrique. Pourtant, les habitants y ont le même cerveau que nous. D'ailleurs, il a fait un livre sur Jung qui est très intéressant, que je vous conseille si vous vous intéressez à Jung. En tout cas, ce que lui appelle notre héritage commun, il le justifie comme étant diffusé lors des grandes migrations préhistoriques. Et comme je vous le disais, il a beaucoup étudié l'aréologie, c'est-à-dire l'étude des aires de répartition, puisque c'est en comparant les cartes qu'on peut vraiment reconstituer l'histoire. Voilà pour cet épisode sur Jean-Loïc Lequelec. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, qui m'apporte beaucoup dans ma pratique. Donc, j'espère que ça vous aura aiguillé. N'hésitez pas à regarder les livres qu'il a écrits ou à regarder les conférences. En tout cas, je vous souhaite de vous élever à son contact. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Veilleurs de l'encre.